Bienvenue à l'émission Spiritualité. Je suis en studio avec le docteur Claude Richard. Alors, bonjour, docteur. Docteur, vous êtes assis sur une chaise électrique. Je ne sais pas si vous étiez au courant. Je m'en doute. Alors, j'aimerais que vous répondiez à mes questions. Oui. Juste à mes questions, toutes à mes questions. Il y a longtemps que vous êtes médecin? Oui, j'ai eu mon diplôme de médecin en 1973, mon diplôme de spécialiste en médecine interne en 1977 et je pratique depuis ce moment-là, ça veut dire comme spécialiste depuis 41 ans. Et c'est à l'hôpital d'Arthabasca, l'Hôtel Dieu. Quel est cet hôpital d'Arthabasca? C'est un hôpital régional qui dispense ce qu'on appelle des soins de deuxième ligne. Alors, la première ligne, c'est votre médecin de famille, votre CLSC. Deuxième ligne, c'est l'hôpital régional qui traite, on dit, environ 90% des patients qui s'y présentent. Puis, il y a les hôpitaux tertiaires où sont référés les patients que les hôpitaux de secondaire ne peuvent pas traiter. Par exemple, un patient fait un infarctus, on va le référer d'urgence dans un centre tertiaire qui pourra dilater l'artère qui s'est bouchée. Un patient a besoin d'une chirurgie pour une tumeur du cerveau. On ne fait pas ça dans les hôpitaux régionaux. On va le référer dans un centre... Et l'hôpital d'Arthabasca, c'est la meilleure du genre. Bon... Ben, c'est pas la dernière, en tout cas. Bon. Vous en êtes fier? Oui. Je pense qu'on arrive à dispenser un bon éventail de services. Je pense que notre clientèle est satisfaite. Jusqu'à récemment, en tout cas, quand on n'était pas encore parti d'un CIUS, on arrivait dans notre budget en pouvant dispenser les soins. À ce moment-là, on cotait les hôpitaux du Québec. On était un des 5 qui avait 3A. Ça a été commencé par quelle communauté? C'était commencé par les religieuses hospitalières de Saint-Joseph, qui étaient encore là quand je suis arrivé en 77. Il y avait des religieuses encore. L'hôpital avait été fondé en 1884, à ce moment-là. Puis... il y a au moins une centaine de religieuses là, qui sont entrées à l'hôpital. C'était des cloîtrés. Et elles ont été à la direction de l'hôpital jusqu'à quelle date? Jusqu'en, je dirais, au moins jusqu'en 88, au moins, oui. Elles mettaient du temps, elles mettaient du cœur, les sœurs. Ben oui. Alors, ça rentrait là, au noviciat à peu près à 18 ans, 16-18 ans, puis ça passait leur vie à traiter les gens. Puis il y avait un cimetière à côté de l'hôpital où elles étaient enterrées. Pourquoi vous avez choisi la médecine? Oh là. Oui, là, il faut se reporter au moment où je l'ai choisi. Puis le choix, c'est quand même assez individuel. Pourquoi, par exemple, vous avez choisi la prêtrise? Vous étiez, vous, un intellectuel, je crois, un philosophe, un théologien. D'autres sont plutôt des pasteurs. D'autres sont des prêtres ouvriers. Alors, la médecine, c'est pareil. Ah bon? D'ailleurs, les chamans, il y a 10 000 ans, pardon, étaient à la fois prêtres et médecins. Alors, il y a donc une espèce de connivence entre la médecine et le sacerdoce. Vous avez exercé votre ministère un peu comme un curé. Non, je m'explique. Mais c'était une vocation pour vous. Oui. Alors, c'était pas une profession, c'était une vocation. Bien, il faut se mettre dans l'époque. J'ai choisi la médecine à la fin des années 60. À ce moment-là, oui, Gérard, vous avez raison. J'ai pas choisi la médecine, mais la médecine m'a choisi parce que c'était une vocation. Donc, j'étais appelé. Puis, c'était l'aspect vocationnel, c'était fort à ce moment-là. C'était une période religieuse. Vous savez, on récitait le chapelet en famille le soir dans mon quartier. C'est à quel séminaire vous avez étudié? Alors, j'ai commencé au séminaire de Saint-Jean parce que mon frère était au collège militaire de Saint-Jean. Moi, j'ai été chanceux, j'ai bénéficié de la Révolution tranquille. Donc, j'ai pas été obligé de faire un prêtre comme le plus vieux de mes frères, ni de passer par le collège militaire comme les deux suivants. Alors, les trois derniers, les trois derniers garçons, on a pu aller, grâce aux bourses,
du gouvernement du Québec. Puis auprès, on a pu faire un cours, un frère, un cours d'ingénieur. Moi, j'ai pu faire mon cours de médecine. Alors, c'était un petit peu c'était dans un... Je prends 2 minutes, là, Gérard, pour t'expliquer. C'était une période assez spéciale parce que tout dépendait de l'Église. Si on parle encore français actuellement au Québec, là, puis s'il y a un peuple québécois, je pense que l'Église nous a beaucoup aidés à nous instruire puis à garder nos traditions. À ce moment-là, dans les années 60, les soins médicaux, l'éducation, les services sociaux, les orphelinats, l'Institut des sourds-muets puis Maison, c'était l'Église qui faisait ça avec des dons de charité. Avec la Révolution tranquille, on a juste continué. Moi, c'est mon aspect, là, c'est tel que je vois les choses. On a juste continué ce que l'Église avait déjà fait, mais en taxant. L'Église faisait ça avec des dons de charité, avec la dîme peut-être, tandis que le gouvernement du Québec, on est, semble-t-il, les plus taxés en Amérique du Nord, mais on a des services extraordinaires. On est choyé, je pense, avec une médecine qui s'applique à n'importe qui. C'était très généreux. Alors, quand j'ai choisi, j'étais admis à McGill, mais j'ai choisi Sherbrooke parce que l'université, la faculté de médecine venait d'ouvrir, puis imagine-toi, il y avait trois divisions. La division clinique, comment traiter les malades, la division fondamentale, c'était les chercheurs, et la division sociale, comment, puis plusieurs des médecins de Sherbrooke ont été parmi les premiers à aller dans les CLSC, comment offrir une médecine à tout le monde. Mais j'arrête là, mais je pense qu'il faut voir que la Révolution tranquille, c'était une suite de générosité qui avait été initiée par l'esprit charitable de notre Église. Donc, une suite de générosité dont on était pas mal imprégnés, les jeunes du temps. L'Hôtel Dieu que vous avez connu en entrant n'est plus tout à fait celle que vous connaissez en sortant parce que vous n'êtes pas loin de prendre votre retraite. Ça a beaucoup changé, hein? La pratique de la médecine. Oui. Oui. Mais là, ça a changé, certainement, dans beaucoup de domaines pour le mieux. Gérard, il y a une parole de Louis Pasteur. Bon, les gens, Louis Pasteur, là, qui a découvert la vaccination, puis la pasteurisation, c'est pas lui qui l'a découvert, mais les gens connaissent M. Pasteur, ne serait-ce que pour cela. Alors, M. Pasteur disait en médecine, guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. OK? Alors, guérir, il disait guérir parfois. La médecine a fait des bons extraordinaires. Dans le temps de M. Pasteur, puis quand vous, Gérard, puis quand moi, on est venu au monde, la première cause de mortalité au Québec, c'était la tuberculose. Ça ravageait des familles, les consomptions, la phtisie, c'est des termes là qu'on employait dans le temps. Bien, moi, en 41 ans à l'Hôtel Dieu de Sherbrooke, j'en ai vu mourir un de tuberculose. Puis s'il n'avait pas été emphysémateux avancé, on aurait eu le temps de traiter sa tuberculose, mais non, la tuberculose par-dessus l'emphysème. Alors, je voyais les enfants mourir de leucémie aiguë quand j'étais résident. Tu sais, les petits-enfants, pas de cheveux sur la tête avec les petites joues rondes, là, ça mourait, là, en dedans de 3 mois à peu près, là, quand il y avait une leucémie lymphoblastique aiguë. Aujourd'hui, on a guéri 90 %. Puis on les voit, là, c'est rendu des adultes qui ont guéri. Les tumeurs du testicule, là, les séminomes, ça mourait, ça, des métastases partout. Aujourd'hui, on en guérit 99 %. 90 % avec la première chimio. Le 10 % qui reste, 90 % encore. Alors, il y a eu des grands bonds en médecine. Les infarctus du myocarde, c'était la première cause de décès. Aujourd'hui, dans les 15 dernières années, 25 % moins de décès d'infarctus. L'espérance de vie, quand j'ai commencé à travailler, une femme en moyenne 73 ans, un homme en moyenne 71 ans. On se souvient, les gens arrêtaient de travailler à 65 pour mourir dans la jeune soixante-dizaine. Vous parlez d'un enfant malade. Est-ce qu'il y a des situations qui vous révoltent quand vous avez pris tout le soin possible d'un enfant et qui est en train de mourir dans les bras de sa mère? Ça vous fait quoi? Gérard, je dois te dire que je voulais aller en pédiatrie.
Puis je n'y suis pas allé parce que je n'étais pas capable de voir mourir un enfant. Bon, alors, puis j'ai appris la semaine dernière qu'un enfant de 4 mois avait une tumeur dans les 2 yeux. Puis, malheureusement, là, il y a de fortes chances qu'on doive enlever les 2 yeux à cet enfant de 4 mois. C'est à peu près ce que... Moi, je trouve que c'est ce qui est le plus terrible à voir. Mourir un enfant, c'est injuste. Puis, l'explication, personnellement, je la trouve même pas dans l'Évangile, je vais te dire. Et quand vous voyez... La seule explication, Gérard, c'est que Jésus est mort lui-même de façon injuste et dans la souffrance. Quand vous voyez une maman qui meurt à 40 ans, alors que les enfants sont tout près de son lit, qu'est-ce que ça vous fait? Oui, Gérard, mais il y en a. Il y en a, mais il y en a moins. Ça, c'est... Tu me dis comment c'est la médecine à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, là? Ben, c'est qu'on voit... Tu sais, les gens, là, mouraient en moyenne, je te disais, à 71 pour les hommes, 73 pour les femmes à la fin des années 70. Actuellement, c'est 83 pour les femmes. On ne s'habitue pas à voir une femme, un homme mourir à 40 ans. Hein? Ben non. Puis, la mort, ça demeure la maladie, la mort, ça demeure un mystère. Est-ce que c'est de la faute d'Adam et Ève? C'est-tu la faute du mot-à-dit serpent? Qu'est-ce qu'il faisait là, ce serpent-là, qui nous a fait mourir? Docteur, quand vous avez annoncé à la famille que c'est terminal, ouais. Quand vous sortez de la chambre en disant... C'est fini. Regarde, Gérard, on prépare la famille parce que un décès peut arriver subitement, comme tu le sais. Il y a des gens qui décèdent subitement. On n'a pas besoin de l'annoncer. Hein? Mais quand on sent que la mort va venir, on prépare la famille. On dit ça va pas bien. Parce que sans ça, si tu dis la personne est décédée, ben c'est un choc épouvantable. Mais il faut les préparer un petit peu, dire écoutez, là, les chances sont pas grandes. Par exemple, les chances sont pas grandes, on poursuit la réanimation. OK? Mais on va faire tout ce qu'on peut. Puis là, tu prends la peine d'aller les revoir, là, parce que naturellement, il y a d'autres médecins à la réanimation, puis il y a même des résidents seniors. Alors, on retourne, puis on dit à la famille, écoutez, là, ça va pas bien, mais on va continuer encore, là, on essaie là, tout ce qu'on peut. Je pense qu'il faut annoncer de façon un peu graduelle. Sans ça, c'est un choc, mais encore là, ça demeure un choc. Là. C'est toujours difficile. Qu'est-ce que vous avez trouvé de plus difficile dans votre métier, docteur? Bien, je pense que tu as touché le sujet, là, parce qu'on ne peut pas faire autrement que de s'interroger sur la maladie et la mort. Quand tu vois un anencéphale, un enfant qui n'a pas de cerveau, qui va passer sa vie, s'il n'y a pas, je dirais, la chance de mourir dans les premiers jours, les premières semaines, qui va passer sa vie sans jamais pouvoir se lever, à respirer, on dit une vie végétale, quasiment. Tu dis, ça, c'est injuste. C'est un peu l'injustice, là, où comprendre là, la maladie, comprendre la mort, que ce soit moi, que ce soit une infirmière, une préposée, comprendre la maladie, la mort, ça semble injuste, puis il faut voir ça dans une optique spirituelle, je pense. Là, sans Votre foi vous a beaucoup aidé. La foi n'explique pas tout. La foi n'explique pas. La foi, c'est une adhésion, là. Puis moi, j'ai adhéré. Mais les gens savent que vous êtes croyant. Bon, sans le terronner. Sais-tu? Pas tellement, Gérard. Quand une personne est bien malade, c'est facile de voir si c'est une personne spirituelle ou si c'est une personne... Il y a des gens qui rejettent l'aspect spirituel, ils ne sont pas confortables avec ça. Alors, tu respectes les gens, puis si c'est des gens plus spirituels ou religieux, ben oui, on se parle, on dit, écoutez, vous souffrez, mais ça a un sens. Parfois, puis quand on voit que les gens répondent, ben tu dis, regarde, là, tu souffres, mais c'est un peu
à la suite des souffrances du Christ, puis il est ressuscité, lui, puis... alors, ça a un sens, mais disons que je ne fais pas des sermons, là, mais il voit que le médecin l'accompagne dans sa souffrance, là, mais il l'accompagne aussi spirituellement. Puis on a un aumônier aussi, là, Normand Tardy, là, qui fait bien son travail à l'hôpital. C'est beau de vous entendre. On y revient dans un instant. Je suis en studio avec le docteur Claude Richard, qui est un ami, qui est en plus de ça un médecin. Alors, si jamais je meurs subitement, ça sera de sa faute. Et je vais pouvoir dire sur ma pierre tombale, docteur Richard, je vous l'avais dit. Mais ça, c'est une perspective un peu à long terme. Docteur Richard, soigner, c'est écouter, c'est prendre soin. C'est quoi soigner? Est-ce qu'un docteur, ça guérit? Oui. Un docteur... Attends, il y a beaucoup de prétentions dans votre oui, docteur. Oui. Je peux vous le dire que ça guérit. Un docteur, ça guérit. Savez-vous avec quoi ça guérit le plus, un docteur, à travers le monde? Ça guérit le plus avec des solutés. Alors, un enfant qui fait une gastro-entérite, là, il est gris, il n'y a plus de pression. Tu lui mets un soluté, puis il ressuscite. Excuse le terme ressusciter, là, mais c'est à peu près ça. Les antibiotiques. Ben, les gens là, mouraient de tuberculose, de pneumonie, d'infection urinaire généralisée, de choc septique. Ben, aujourd'hui, on les guérit. C'est simple, guérir le monde. Docteur. Là, il y a bien d'autres traitements. Un docteur qui vous parle au même titre, au même niveau. On dit toujours que c'est le malade qui se guérit. Le docteur est un facilitateur. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais... le vrai docteur, c'est la personne elle-même. Oui, mais Gérard, tu parlais que tu allais mourir, là. Quand tu vas m'arriver en arrêt cardiaque, là, quand vous allez m'arriver, excusez le tutoiement, là. Non, allez. Quand vous allez m'arriver en arrêt cardiaque, là, où je vous regarde puis je vous dis, repars, t'es capable. Ou je vous donne un petit choc électrique qui ne coûtera pas cher puis qui va vous remettre vivant. Qu'est-ce que je choisis, là? Oui, je suis un facilitateur. Mais des fois, je suis quasiment nécessaire. Là, je fais une petite confidence. Le docteur Claude Richard, il est à l'hôpital adoré. Le mot est pas trop fort. J'ai pas dit que c'est le meilleur, je fais pas de comparaison, mais il est adoré. D'où vient votre secret pour que les gens vous aiment tellement? Quand, par exemple, je vais faire une prise de sang, on dit quel est votre docteur? Claude Richard, on me regarde. Vous avez de la chance, vous. Alors, quel est votre secret pour que les gens vous aiment à ce point-là à l'hôpital d'Arthabasca? Merci, Gérard. Allez pas me contredire, ils vous aiment. Oui, bon, OK. Alors, je laisse ça. Gérard, j'ai pas besoin de te dire que j'ai la parole facile, comme tu peux voir. Alors, je pense que les patients nous arrivent un peu stressés par la maladie ou ce qu'ils pourraient avoir. Puis, c'est pas toujours très organisé. Tu sais, bon, comment allez-vous?
Puis là, ben, on va parler que, ben là, je perds des cheveux, bon, mettons, des choses comme ça. J'ai mal au ventre parfois. Bon, un côlon irritable, 80% des gens en ont. Mais ça, c'est important pour eux. Pour moi, ce qui est important, c'est de dire, est-ce que vous avez eu d'autres douleurs dans la poitrine? Est-ce que votre cœur débat? Puis après 2-3 minutes, je le sais déjà que ça va aller bien du point de vue de son cœur. Mais le patient a tellement de choses à dire. Alors, il faut prendre le temps de l'écouter. Mais écouter les patients, quand il y a de longues listes d'attente, ben, il faut le consacrer un certain temps. Habituellement, c'est une visite, c'est 20 à 30 minutes. Là, okay? Alors, 20 à 30 minutes, ben, à un moment donné, il faut arrêter. Mais je pense que dans le 20 à 30 minutes, on n'a pas besoin de tout ça pour savoir comment le patient va, pour faire un examen. Il faut écouter, faire des recommandations, puis demander au patient, qu'est-ce que vous avez compris? Tu as dit que tu as des surprises là. Hein? Alors, des fois, il faut réexpliquer. Là. Votre secret, c'est donc de prendre du temps, Ouais. en autant que vous pouvez en avoir. Oui, parce que le temps que je prends pour un patient, je le prends à un autre, je le prends à ma famille, et je le prends à moi, qui n'ira pas prendre sa marche d'une demi-heure 3 fois par semaine. Tu sais, Une parenthèse, vous avez travaillé plusieurs heures semaine déjà? Ben oui. C'est allé jusqu'à combien? 100 heures? Dieu. Je me rappelle de mon résident à Lemire. On avait calculé en 7 jours qu'on avait fait au-dessus de 100 heures. On s'était mis à rire puis on avait arrêté de compter. Alors ça, c'était dans le pire, ça, quand on était 3. Aujourd'hui, on a augmenté, on est rendu 11. En fait, mettons 11, là. Alors, tu comprends que le nombre d'heures a baissé parce que ça fait des semaines plus raisonnables, 40-50 heures, pas plus, là. Alors, la semaine de 45 heures, c'est pas pour vous autres. Ben, si tu calcules les fins de semaine de garde, si tu calcules les nuits, ben ça vient s'ajouter à la moyenne des heures. Donc, ça fait beau. Ça fait plus parfois. Alors, vous prenez du temps avec les patients, vous les écoutez, et votre manière de les écouter fait la différence. Vous les mettez en confiance. Et quand vous ne pouvez pas soigner, vous êtes capable de référer à un autre. C'est pas un cobaye sur lequel vous allez vous essayer. Non. Puis quand on a une bonne réputation dans notre hôpital, puis ça se fait certainement ailleurs, mais nos centres de référence savent que si je réfère un patient pour son cœur, ben il y a une lettre qui accompagne le patient qui dit au cardiologue, fais attention là, c'est un diabétique, mais c'est bien contrôlé. Puis si tu fais telle analyse, tu as juste à arrêter l'insuline à tel moment. Bon, son insuffisance rénale, son rein là, qui ne fonctionne pas suffisamment, ben c'est stable, OK? Puis, il va te parler de ses maux de tête, c'est des migraines, c'est connu, là. Puis, ça ne fait pas partie de son problème, là, actuel. Alors, oui, on réfère les patients, mais ça se fait partout, je pense, là. Vous tentez de les rassurer? Oui. Oui. Mais en leur disant la vérité. Moi, je dis la vérité, mais le patient, tu vois quelle vérité le patient veut savoir, là. Quand tu dis, à la fin, est-ce que vous avez des questions? Tu le vois, il y a des patients qui ne veulent pas le savoir. Tu sais, ils préfèrent ne pas le savoir. Il faut que tu respectes ça. Alors, tu dis, avez-vous bien compris? Avez-vous des questions? Bien là, ça peut t'entraîner sur un 5 ou un 10 minutes de plus, mais c'est la vérité que le patient veut recevoir. Pas la vérité que le docteur va dire, écoute, là, je t'ai découvert un cancer du poumon, on ne t'opérera pas, c'est trop répandu, puis j'envoie une lettre à ton médecin de famille, là, puis il va contacter les soins palliatifs. C'est bon. À un moment donné, il faut en dire un petit peu plus, là. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on garde le feu sacré après 40 ans, qu'on garde sa tendresse, sa sensibilité, sa capacité de vibrer à la maladie de l'autre? Quelle est votre... C'est parce que c'est une vocation, vous avez choisi ça comme étant une vocation, vous? Vous avez pensé à faire quelque chose d'autre? Ou pourquoi vous avez choisi la médecine? Bien, oui, tu m'avais demandé, vous m'aviez demandé tout à l'heure où j'avais commencé mon cours. Je l'avais commencé au séminaire de Saint-Jean. Ensuite, je suis allé au séminaire Saint-Augustin, dans la région de Québec. C'est un séminaire vocationnel.
Puis, quand on choisit, là, c'est souvent par identification à quelqu'un. En médecine, par exemple, là, quand un jeune médecin choisit une spécialité, on dit 80% du temps par identification à un autre spécialiste qui l'impressionne. Vous aviez pensé faire quoi dans votre vie? J'avais pensé faire un prêtre à ce moment-là. C'est vrai? Ben oui. Mauvaise pensée, on aurait manqué un bon docteur. J'ai perdu ma vocation parce qu'après ça, je suis allé au Collège Sainte-Marie à Montréal. Là. Puis ça, c'est des jésuites, mais c'était pas les jésuites du Collège Jean-de-Brébeuf. Là. Même que les gars du Collège Jean-de-Brébeuf, ils nous appelaient la grande discothèque. Là. Ça s'appelle la mode, la discothèque. C'est devenu, quand j'ai quitté le Collège Sainte-Marie, c'est devenu l'UQAM l'année d'après, là, en 69. Là. Alors, là, je suis allé réfléchir au Collège Sainte-Marie, puis je me suis dit que la médecine m'intéressait beaucoup, les sciences biologiques m'intéressaient. Je me disais que le médecin, ça ne valait pas un prêtre. Le prêtre soulageait l'âme, le médecin soulageait le corps. Vous avez décidé à la médecine, qu'est-ce que vous avez décidé finalement? Ah, mon Dieu. Comme je disais, je pense que... Vous avez eu des influences extérieures? Même pas. Je ne pouvais pas m'identifier, je ne connaissais pas de médecin. J'ai beaucoup hésité entre la biologie, à la faculté de biologie ou la faculté de médecine, mais je pense que l'effet qualitatif de la médecine était probablement un point important. Puis c'est pour ça que j'ai choisi Sherbrooke aussi, à cause de l'aspect social du cours de médecine. Probablement qu'il y avait ça. Votre parenté a été surpris de vous voir prendre la médecine ou vous l'ont conseillé? Je vais te dire que mes frères, le collège militaire se dirigeait vers le génie. Mon autre frère, c'était le génie. Mon frère, c'était un rationnel qui est devenu un docteur en théologie. Tu connais ça? Vous connaissez ça, Gérard, je pense? Ces rationnels-là. Là. Alors, moi, j'allais en médecine. C'était un petit peu différent. Il y avait ma grande sœur, là. Parce que dans les familles, on était 8 enfants. Et la plus vieille des filles, c'était un peu la seconde mère. Là. Alors, ma grande sœur, André, je lui ai dit, je ne sais pas si je devrais aller en biologie ou en médecine. La médecine me tente. Elle a dit, oui, c'est correct, ça. Elle vous a confirmé. Oui, ça m'a aidé aussi. Puis vous avez toujours aimé ça? Ah oui, j'ai jamais regretté. Vous avez jamais regretté? J'ai jamais regretté, non. La médecine, c'est une science. Alors, la science est intéressante. La biologie, le corps humain, les traitements. Mais c'est un art aussi. Puis ça, on le développe. On apprend à aborder les patients, aborder la maladie. Et quelle était la place le médecin? C'était un homme, un noble. Il faisait aussi de l'argent. Ça n'a pas compté dans votre choix? Ça, Gérard, là, je peux même dire qu'à la faculté de médecine, on ne parlait jamais de ça. Peut-être que c'était des gens qui avaient choisi la médecine sociale de Sherbrooke, là, mais même mes résidents, là, j'ai des résidents depuis 40 ans, là, des résidents en médecine interne là, qui viennent, une centaine par année. Puis, je peux te dire que c'est pas un sujet de conversation. Là. Ce qui les intéresse, eux, c'est les sciences biologiques, traiter le monde, puis on est très proche, hein, c'est le patronage. Là. Notre système à nous, c'est que le résident nous suit. Donc, le résident est proche de nous au moins 4 à 5 heures par jour. Ce n'est pas une unité pyramidale, comme on appelle, c'est plutôt du patronage là, qu'on appelle. Alors, puis on devient intime. Puis je veux dire qu'il y a de ces résidents-là là, qui ont une belle spiritualité. On y arrive dans un instant, docteur. Ah oui? Vous êtes plus vite que moi. Ah. On y arrive.
Claude, on vient de parler des résidents. Quels conseils vous donnez à des futurs médecins et même à des gens qui sont en résidence? Avez-vous des conseils à donner? Vous, là, qui avez de l'expérience, sur quoi les jeunes peuvent compter quand ils font leur cours de médecine? On m'a dit que quand on apprend les maladies, on croit qu'on les a toutes. Est-ce que c'est vrai? Oh non, je pense pas, parce que quand on est un jeune résident, on est immortel. On pense pas à ça. Non. On voit... Mais il y a des études qui n'ont pas de fin en médecine. Ben, tu vois, Gérard, si je me souviens bien, après ton cours de médecine, au bout de 5 ans, tu as retenu à peu près 15 % de ce que tu as appris. Par exemple, va demander à un psychiatre de me nommer les 102 ou 103 muscles, puis les 200 os là, du corps. Il ne l'a pas retenu, ça ne lui sert à rien. Okay? Alors, on retient à peu près 15 % là, mais on retient les choses qui servent. Puis, au bout de 5 ans, il y a à peu près 50 % de ce qu'on a appris qui a changé. Puis ça va vite. Là, je parle actuellement, là, les connaissances changent beaucoup. Tellement qu'avant, on avait, par exemple, un neurologue quand on avait un problème de neurologie. Mais aujourd'hui, là, si tu réfères dans un centre tertiaire, tu en as un qui est spécialisé en épilepsie. Tu en as un qui va être spécialisé dans les AVC, les paralysies dues à des vaisseaux qui bougent. Tu en as un qui va être spécialisé dans les maladies dégénératives, comme la démence, l'Alzheimer. Un autre va être spécialisé dans les maladies périphériques, les maladies des nerfs, des muscles. Puis là, j'en passe. En cardiologie, c'est pareil. Il y en a qui font des coronarographies. Il y en a qui s'occupent de mettre des pacemakers, des défibrillateurs, de s'occuper du rythme. Il y en a qui s'occupent du cœur insuffisant. Mais est-ce que vous conseillez la spécialisation ou être médecin de famille généraliste? Oh là, c'est une bonne question. Je pense, on a besoin des deux. Un généraliste, c'est un type, là, tu vois, il y a 5 branches en médecine. Le généraliste, là, doit être bon en pédiatrie, doit être bon en médecine adulte, doit être bon en chirurgie aussi, parce qu'ils font de la petite chirurgie, en particulier quand ils sont de garde à l'urgence, doit être bon en psychiatrie. Ça, la psychiatrie, c'est la maladie de l'avenir. Anesthésie, non. La maladie de l'avenir, c'est quoi? D'après l'Organisation mondiale de la santé, je disais tout à l'heure, Gérard, que, par exemple, les maladies cardiaques ont 25 % de moins de décès dus aux maladies cardiaques dans les 15 dernières années. Bon, le cancer a augmenté parce que les gens vieillissent, puis c'est une maladie qui va survenir plus tard. D'après l'Organisation mondiale de la santé, la maladie de l'avenir, c'est la dépression. En particulier, le style burn-out. C'est là que viennent intervenir les études en psychologie puis en psychiatrie. Bien sûr, puis les médecins de famille, c'est la première ligne. Puis ils en ont beaucoup. Alors, un médecin de famille, là, moi, quand je reçois un patient d'un médecin de famille qui me dit qu'il a une douleur dans la poitrine puis qui veut, mettons, être tapis roulant, ça a des bonnes chances d'être de l'angine. Mais tu peux t'imaginer que toutes les douleurs de la poitrine ne sont pas de l'angine. Puis c'est le médecin de famille qui doit dire, est-ce que c'est dangereux? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce que je dois rassurer le patient en disant, vous avez une douleur au niveau des muscles, entre les côtes, c'est fréquent. Quand un patient a mal au ventre, 80 % du temps, là, c'est du côlon irritable. Mais il y a un autre 20 % là, qu'il ne faut pas manquer. Alors, le médecin de famille doit être bon en tout et doit être capable de distinguer entre le fonctionnel. Puis il y en a beaucoup. Le fonctionnel... Content de vous entendre parler de ça, de médecin de famille. C'est pas très valorisé. C'est moins payant, évidemment. Mais oui, c'est donc lui qui est le plus près des gens. J'arrive à la formation encore. Un jour, une femme me dit, mon fils aimait le piano. Il a abandonné le piano parce qu'il a fait des études de médecine à McGill. Et il fallait prendre tout son temps. Il ne fait plus de piano, il ne fait plus rien d'autre que la médecine. Elle dit, je pense que je suis un peu comme une femme de l'Inde qui a rendu son fils un peu malade, l'amputé d'un bras pour attirer la pitié, pour avoir la pitié. Ouais. Alors, vous écoutez tout à l'heure, vous avez parlé de la médecine à Sherbrooke où il y avait une dimension sociale.
pour vous, comme conseil, vous donneriez à un jeune médecin ou un futur médecin de ventiler un peu ses études et d'avoir d'autres préoccupations que la seule médecine? Bien oui. Puis, j'apprends, auparavant, c'était les notes. Pour entrer en médecine, bon, ça prenait quelque chose pour discriminer. Qui choisir, quand tu choisissais les notes, ça avait l'air d'être assez juste parce que le plus fort, il y avait des notes plus fortes, pouvait rentrer en médecine. Mais savoir comment choisir un candidat qui, après ses 4 ans, va faire un bon médecin, c'est pas facile à savoir. Alors ça n'existe pas, là. Tu sais, l'équation qui dit ça va faire un bon médecin, compétent, qui va se tenir à jour, généreux, etc. Ça n'existe pas. Alors aujourd'hui, on recommence à considérer autre chose que les notes, l'implication sociale du jeune, entre autres. À ce point-là, oui. Oui, écoute, là, je ne fais pas partie d'un bureau d'admission, mais on me dit que si le jeune s'est impliqué, est capable de démontrer qu'il s'est impliqué socialement pendant ses années de cégep, par exemple, bien, ça va être un point fort pour discriminer au niveau de l'admission en médecine. Alors, je pense que ça prend plus d'importance. Ensuite, quand le jeune médecin arrive à l'hôpital, vous avez accompagné beaucoup de stagiaires? Oui. Vous aimez ça? Des stagiaires qui n'ont pas encore le diplôme de médecine? Oui. Ah ben oui, c'est intéressant. Ils ne connaissent rien en clinique, là. Ils viennent voir des malades. En fait, moi, j'ai des stagiaires de l'Université de Sherbrooke. C'est assez particulier parce qu'ils commencent à questionner des patients en première année de médecine, les examiner en 3e, puis à faire un peu un travail de résident en 4e année. Mais ils s'émerveillent. Ils ont tellement de choses à apprendre. Tandis que quand tu as un résident 3 ou 4, parfois, c'est lui qui t'en apprend, là, parce que ces jeunes-là, ça lit, puis ça te stimule aussi, là. Mais les étudiants en médecine, oui, puis tu leur apprends à prendre contact avec le patient d'abord. Puis je pense que c'est gratifiant, ça, pour le jeune, là. Bon, un patient est en train de perdre un orteil, OK? Alors, il est en train de perdre parce qu'il fait une gangrène, pauvre lui. Alors là, le stagiaire pourrait arriver, lever la couverture, garder ça, puis dire « Ouais, c'est une gangrène » sans même parler au patient. Tu sais, il aurait appris de cette Sauf que ce que tu lui montres, c'est d'abord dire « Bonjour, monsieur, permettez-vous que je regarde de votre pied. Je suis le stagiaire du Dr Richard quand je ne suis pas là. » Tu sais, il y a un contact à prendre. Je pense que ça fait partie pas juste de la science qu'on montre, mais de l'art, un petit peu, comment aborder un patient. Pour ce qui est de la générosité, ça, c'est plus personnel, là, mais on cherche à donner toujours l'exemple de... Et votre relation avec les infirmières, avec le personnel qui entoure ce bonhomme-là? Bien, je peux dire, il y a des hôpitaux où la relation est plus froide, là. Par exemple, prenez un hôpital où il y a un paquet de résidents seniors, juniors, d'étudiants en médecine, entre le patient et le médecin. Okay? Mais dans un hôpital, alors là, c'est différent comme dynamique d'un hôpital comme celui où je pratique, où il y a le patient, okay? Un stagiaire ou un interne, ou interne, ça n'existe plus, on appelle des résidents, là, un stagiaire ou un résident, et surtout l'infirmière. Tu sais. Le contact est beaucoup plus étroit. Puis, il y a une tradition dans les hôpitaux. Tu sais, on avait la tradition. Bon, quand je suis arrivé, il y avait les religieuses, mais les religieuses, là, avaient enseigné aux plus vieilles infirmières qui ont enseigné aux plus jeunes. Puis, je pense qu'on peut bénéficier aussi, de cette tradition-là. Il y a beaucoup de générosité dans notre hôpital. Puis, tu sais, l'infirmière a un rôle, je dirais, presque, supérieur au médecin. Mais moi, tant qu'à moi, là, c'est supérieur parce que l'infirmière, elle passe du temps avec son malade, là. Tandis que le médecin, lui, elle va passer 15 minutes le matin, dire « Oh, ça va mieux, j'ai vu, l'infirmière me dit que les pressions sont bonnes, l'infirmière me dit que vous marchez, que vous avez bien mangé. Si ça continue de même, là, vous pourrez retourner chez vous, peut-être 2 jours. » Mais c'est pas plus long que ça. Mais celle-là,
qui s'occupe du malade, qui lui donne ses médicaments, qui prend sa température. Bon, c'est l'infirmière, puis je pense qu'il faut le respecter, puis le montrer qu'on le respecte. Et vous expliquez toujours aux résidents ce que vous faites. Pourquoi vous le faites? Oui. Quel est le résultat? Et vous lui laissez la chance de le faire lui-même s'il le peut. Ben oui, on le montre, oui. Mais on a toujours on regarde toujours au-dessus de son épaule, là. On ne laisse pas un résident là s'exercer tout seul. Parce que c'est vous qui êtes responsable. Ben oui, on est responsable. Et quand le jeune a fait son stage, est-ce qu'en général, il est porté à regretter son choix, à trouver que ça le dépasse, ou s'il est plus enthousiaste? Ben, je veux pas... là, je sais qu'il y a bien du monde qui m'écoute, là, mais je veux... Allez. L'émission de Gérard est tellement écoutée, là, je l'écoute moi-même, mais je pense que on est apprécié. Le doyen de l'université, de la faculté de médecine de l'université de Sherbrooke et le recteur sont venus il y a un mois pour fêter les 40 ans d'enseignement à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et le recteur de l'université de Sherbrooke, qui était auparavant le doyen de la faculté de médecine et qui auparavant était un résident en médecine interne que j'ai eu, que j'ai eu comme résident, me disait, quand j'étais dans l'administration de la faculté de médecine de Sherbrooke, on avait donc des problèmes avec l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca parce que tous les résidents disaient que le stage avait été excellent, puis on ne savait pas quoi recommander. Là, je me vante, là. Oh, c'est beau, c'est Alors, beau. non, mais je pense qu'on veut que le résident ait un stage positif parce que nous-mêmes, quand on était résident au CHU de Sherbrooke, à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke, à l'hôpital Saint-Vincent de Paul de Sherbrooke, là, qui sont maintenant agglomérés dans un CIUS, comme vous savez. Alors, nous-mêmes, on a eu des patrons qui nous ont aidés, qui étaient ouverts, puis je pense que c'est une petite tradition qui se perpétue. Puis chez nous, à l'Hôtel-Dieu, à date, on n'a pas eu trop de problèmes à le faire. En vous regardant, est-ce que des fois des stagiaires trouvent que la barre est haute? En disant, moi, j'ai regardé le docteur Claude Richard, je l'ai observé, mine de rien, c'est mon mentor, mais je trouve que la barre est haute. Bon, là, je vous défends de répondre, je vais répondre, oui, de temps en temps, il a dû se dire ça. Oui. Ils peuvent dire aussi, il y a donc traîneux, il arrive en retard au repas, on finit tard le soir, il en rajoute assez clinique. Ça, il faut faire attention. Il ne faut pas les décourager. Vous venez de donner Nandy Traîneau sur ce qu'il a pu recevoir à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. Et juste un petit mot, ça vous tient tellement à cœur, cette belle institution, que vous êtes engagé dans la fondation. Oui. Vous avez mis du temps pour la fondation de l'Hôtel-Dieu. Oui. Bien, la fondation de l'Hôtel-Dieu date de 1980. Alors, je suis arrivé en 1977, puis on avait besoin d'équipement. À ce moment-là, on avait besoin, par exemple, d'un électroencéphalogramme. On avait besoin d'une échographie qui venait d'arriver. Un peu plus tard, on avait besoin d'un scanner. Puis, le gouvernement nous donnait 2% du budget pour acheter l'équipement médical, les dactylos pour les secrétaires, l'appareillage en physiothérapie, parce que c'était difficile de suivre l'évolution technologique sans une aide extérieure. Mais les gens de la région ont été très généreux pour notre hôpital. Et ça continue. Ah oui, ça continue. On a une fondation là, qui Alors, je tenais à signaler ça en passant pour dire, si jamais vous êtes sollicité par la Fondation, c'est une sacrée bonne cause à encourager.
Claude, la médecine est un vieux métier. Même un jour, il y a une discussion. Quel était le plus vieux métier du monde? Alors, un chirurgien, soit dit en passant, le mot chirurgien vient de Chiro, qui était le conseiller de Asclépios. Chirurgien. Ouais. Alors, on a discuté pour savoir quel était le plus vieux métier. On dit c'est la chirurgie. Dieu qui a enlevé à Adam une côte. L'autre, il dit non. Le plus vieux métier, c'est l'ingénierie, où l'on séparait les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. L'avocat dit non, c'est nous qui avons le plus vieux métier, car le chaos, c'est nous qui l'avons mis. Alors, c'est un métier qui date de 10 000 ans avec les chamans. C'était des prêtres, c'était des guérisseurs, c'était des artistes. C'était quand même des gens d'une culture générale. C'est un vieux métier. Et on pratiquait la médecine par des saignées à l'époque. Quand on regarde Molière, c'était terrible, hein? Oui. Bien, ça pouvait faire baisser la fièvre toujours, mais ça guérissait rien, au contraire. Ouais. Mais ce que j'aimais beaucoup, c'est que les médecins qui soignaient l'empereur chinois, le jour où l'empereur mourait, il était assassiné. Il me semble que c'est un bon motif qui doit stimuler un docteur au travail. Oui, mais si on regarde le nombre de gens qui meurent, ça ne sera pas là qu'il n'y aura plus de médecins. Alors, vous avez touché un mot tout à l'heure de l'évolution de la médecine et c'est pas fini. C'est un métier en devenir constamment par surtout les spécialisations. Oui. Mais en même temps, il y a une recherche d'une médecine globale qui implique le corps, l'esprit, la spiritualité même dans des équipes interdisciplinaires. Oui. Mais ça doit être difficile pour un docteur de travailler avec d'autres docteurs parce que chacun est comme maître dans sa maison. On dit souvent qu'il y a 2 personnes qui sont contrôlantes à la maison, les conducteurs de camions puis les docteurs, parce qu'ils sont habitués à être maîtres. Est-ce que vous êtes un contrôleur, vous? Mon épouse étant décédée, je ne répondrai pas. Elle ne peut donner son opinion. Mais je veux dire par là que, est-ce qu'on travaille beaucoup en équipe maintenant? Oui. Bon, Gérard, vous parliez des chamans. Bon, les chamans, de plus en plus, la médecine, c'est basé sur l'évidence. Okay? Alors, auparavant, il n'y avait pas de méthode scientifique, de méthode de recherche. Maintenant, quand on applique un traitement, il faut que ça ait été démontré, efficace, sans des effets secondaires importants. Bon, alors, ça va prendre quelqu'un qui va continuer de le faire. Ça, c'est le traitement. Naturellement, le pharmacien, devrait de plus en plus s'impliquer dans le traitement. Alors, on a des pharmaciens dans les cliniques d'oncologie qui sont spécialisés en oncologie. Bien, je peux dire qu'ils en connaissent pas mal plus que moi, puis qui sont très utiles pour les oncologues. Les oncologues font le diagnostic, vont planifier un traitement, mais en équipe, là, avec le médecin, puis avec l'infirmière qui va l'administrer aussi, parce que c'est souvent elle qui va aller voir les effets secondaires sur l'administration. Donc, oui, une médecine de plus en plus en équipe, avec des ressources plus importantes que le seul médecin et l'infirmière. On en voit de plus en plus. On voit des infirmières cliniciennes, par exemple, là, des infirmières praticiennes, là, des infirmières, par exemple, là, qui, dans une clinique d'hémodialyse, font pratiquement le travail du médecin néphrologue quand il n'est pas là, vous savez. Alors c'est une spécialisation qui les rend de plus en plus compétentes dans un domaine restreint, comme les spécialistes puis les surspécialistes font. Alors, puis là, je ne veux pas oublier les diététistes, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes. Ce sont des gens qui ont des domaines. Alors, il suffit de bien définir le domaine de chacun,
puis de lui donner la liberté de faire tout le bien qu'il peut faire. Là. Je suis content de vous entendre parler des infirmières, des médecins de famille, des autres confrères. Comme tout le monde, pour vous, est important. J'arrive à une question très délicate. L'hôpital aujourd'hui, quand on pense que ça va moins bien qu'il y a 10 ans, avec les budgets, qu'est-ce qui arrive, docteur, avec l'hôpital? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une insatisfaction vis-à-vis de l'hôpital? Je pense que je pense que les soins sont bons. Si on regarde, ça, on n'en parle pas tellement parce que c'est pas des bonnes nouvelles. Non, mais je parle des listes d'attente. Oui, bien, c'est de ça que je vais te parler, Gérard, que je vais vous parler. Mais avant, il faut dire qu'au Québec, si on regarde les critères de l'Organisation mondiale de la santé, on a une excellente médecine. Les gens devraient le savoir, mais c'est d'y avoir accès. Puis, je mentionne juste 2 choses. Si l'Organisation mondiale de la santé va dans un pays d'Afrique, ils vont regarder l'espérance de vie. Au Québec, jusqu'à récemment, on avait la meilleure au Canada, la meilleure en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud. 83 ans les femmes, 81 ans les hommes. Ça, c'est pas beaucoup dit. Là, on vient de baisser un peu. Je pense qu'on est dépassé quelque peu, là, comme aux Olympiques, là, par une fraction. Là. On est dépassé quelque peu par l'Ontario et une province maritime. Je pense mais j'arrive les attentes, docteur. Là. Gérard, oui, je reviens. C'est parce qu'on fume plus au Québec. Mais les gens doivent savoir qu'on a une excellente médecine, que quand on a besoin d'un soin urgent, à la salle d'urgence, oui, on attend 6-8 heures, mais si tu as un infarctus, si tu as une chute de pression, si tu fais de la fièvre à 40, tu vas passer rapidement. Au Québec, dans l'infarctus aigu, les dernières statistiques que j'avais vues, il se fait 7 fois plus de dilatation coronarienne qu'en Ontario. Mais pourquoi? Parce qu'on a un système rapide qui va bien. C'est ce qui nous permet d'avoir une mortalité qui est plus tardive. Puis aussi, l'autre critère, c'est la mortalité périnatale. On est les meilleurs au monde avec les Suédois. Le temps m'étant compté, je me donne la question. Ceci étant dit, on a une bonne médecine, mais on a des listes d'attente longues. Okay? Puis c'est ce qui fait rager les gens parce qu'ils veulent être traités rapidement, ne sachant pas ce qu'ils ont, puis craignant. Les listes d'attente devraient s'améliorer avec les mesures récentes. Maintenant, si on veut analyser tous les facteurs des listes d'attente, comment se fait-il qu'on ait des listes d'attente si longues au Québec alors que c'est l'endroit où il y a le plus de médecins par 1000 de population au Canada? Mais ça, on peut en parler longtemps. Docteur, il faut absolument que je vous pose la dernière question. Ah oui, bon. Avant longtemps, ça va être la retraite pour vous? Oui. Quelle impression que ça vous fait de voir venir ça? Bien. Vous êtes partagé. Oui, on est partagé. Ce qui arrive, c'est que heureusement, en ayant des résidents, on peut recruter plus facilement. Puis, on a une bonne équipe. On a travaillé à 2, à 3, puis à 4, puis on est rendu à 11, peut-être 12, là, par la personne qui va me remplacer quand je vais partir. Alors, puis, dans mes domaines plus spécifiques, là, moi, je suis plus intéressé à la cardiologie. J'ai des recrues, là. Il y en a 2 qui viennent me remplacer, puis une 3e au mois de juillet. Alors, je me dis, travail accompli. Il faut laisser la place aux jeunes. Ce sont des jeunes que j'ai connus comme résidents, qui travaillent bien, consciencieux, généreux. Alors, je me dis, c'est le temps de penser à d'autres choses. Puis, il y a tellement de moyens de s'impliquer dans la société. Là, j'ai déjà commencé par quelques conseils d'administration où je pourrais continuer d'œuvrer, puis on verra. Là. C'est un peu vague. Quand vous allez être malade pour mourir, vous allez sûrement donner quelques conseils à votre médecin, à votre chirurgien. Docteur, je dois arrêter. Merci beaucoup pour merci, votre Gérard, témoignage. Je suis un peu bouleversé en voyant qu'il n'y a quand même pas beaucoup de Claude Richard dans les parages. Mais espérons. Merci beaucoup et bonne retraite, cher Claude. Merci à Claude Saint-Pierre pour son service technique.